Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Ce lundi, la rentrée scolaire débutera en présentiel en Turquie. Et si aujourd'hui l'approvisionnement en vaccins n'est plus un problème, le variant Delta continue néanmoins sa progression et la Turquie est dans la liste rouge des destinations de la France en raison de la pandémie. Mais les autorités se veulent rassurantes. Ce lundi, toutes les écoles primaires et secondaires de Turquie devraient ouvrir et reprendre l'enseignement en présentiel. Les autorités ont demandé aux élèves et aux parents de se faire vacciner. Selon le ministère de l'Éducation, plus de 18 millions d'élèves, soit près de 22% de la population, retourneront à l'école le 6 septembre. Le ministre de la Santé Fahrettin Koca a déclaré hier, je cite, « Aujourd'hui, plus de 78% de notre population âgée de 18 ans et plus a été vaccinée avec une seule dose et plus de 60% avec 2 doses. Je vous ai dit que lorsque notre programme de vaccination a commencé, que la lumière au bout du tunnel était apparue. Je peux dire que la sortie du tunnel est visible aujourd'hui. Tout cela inquiète cependant certaines personnes car les enfants âgés de 15 ans et plus et les enfants âgés de 12 ans et plus atteints de maladies chroniques ne sont éligibles au vaccin que depuis fin août. Beaucoup soutiennent que les autorités n'ont pas laissé assez de temps pour une vaccination généralisée. En Turquie, la première année à l'école commence à 5 ans et demi, ce qui laisse une large marge entre le nombre des écoliers vaccinés et non vaccinés. Selon un sondage Ipsos, la réticence à la vaccination en Turquie est faible par rapport à d'autres pays. 65% des personnes non vaccinées sont prêtes à se faire vacciner et seulement 11% sont réticentes. Le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, avait réitéré lors d'une émission conjointe le 4 août que les vaccins ne seraient pas obligatoires. En prévision de l'année scolaire, les experts de la santé demandent aux parents et aux élèves de suivre les directives pour empêcher la propagation du Covid-19. Les élèves doivent garder leur masque en classe et dans les bus scolaires et ne les retirer que pour boire et manger. En outre, les experts demandent aux écoles de dispenser les cours dans des zones bien ventilées et à l'extérieur lorsque cela est possible. La sortie du tunnel, si elle est visible, n'est pas encore atteinte. Charles de Gaulle avait dit qu'entre les États, il n'y a pas de sentiments mais des intérêts. C'est ce qui semble apparaître s'agissant des relations entre les Émirats arabes unis et la Turquie. Dans une déclaration faite mardi dernier, la direction de la communication de la présidence a annoncé que le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, et le dirigeant de facto des Émirats arabes unis, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, ont effectué un entretien téléphonique au cours duquel ils ont discuté, je cite, des relations entre les deux pays et des enjeux régionaux. Selon l'agence de presse officielle des Émirats arabes unis, la WAM, lors de la réunion, les deux dirigeants ont exprimé l'espoir de, je cite, renforcer les relations entre les deux nations de manière à servir les intérêts communs et les peuples des deux pays. Le président Erdoğan a rencontré le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, le cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, dans son palais présidentiel le 19 août. Après la réunion, la direction de la communication de la présidence a annoncé que les sujets des relations entre les deux pays, les questions régionales et celles des investissements en Turquie avaient été abordés. À la suite de la rencontre entre Erdoğan et Cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, la question de l'éventuelle extradition du chef du crime organisé Sedat Peker, qui réside actuellement aux Émirats arabes unis, a été débattue. Peker a partagé les déclarations suivantes sur son compte Twitter après la réunion. « Mes chers amis, vous devez avoir remarqué qu'il y a beaucoup de personnes malhonnêtes qui prétendent que j'appartiens à l'organisation terroriste guleniste. Cependant, pour une raison quelconque, les comptes gulenistes m'attaquent toujours, ils n'attaquent jamais ces gouvernements. De plus, le ministre de l'Intérieur a déclaré que les négociations avec les Émirats arabes unis ont commencé. Ils essayent de me rendre pessimiste en disant « Vous venez bientôt en Turquie ». Eh bien moi je dis toujours la même chose. Je suis heureux de rire, je suis heureux de mourir, je suis heureux d'aller en prison. Personne n'a peur de vous. Dans le passé proche, la Turquie avait accusé Mohamed Yusuf Dahlan, un conseiller de Mohammed bin Zayed Al Nahyan qu'Erdoğan a rencontré, d'avoir été derrière la tentative du coup d'État du 15 juillet. Dahlan est accusé de divers crimes en Turquie, notamment tentative du coup d'État du 15 juillet avec l'organisation terroriste armée FETÖ-PDY,
tentative de renverser l'ordre constitutionnel par la force. Il est également dans la catégorie rouge de la liste des personnes recherchées pour terrorisme du ministère de l'Intérieur. La fin du confinement et la normalisation a eu comme conséquence, entre autres, la flambée des prix des logements dans les grandes villes. Dans toute la Turquie, les résidents des grandes villes ont lutté cette année contre la flambée des prix des loyers. Cette hausse rapide est due en grande partie à la pandémie, ainsi qu'à d'autres facteurs comme une inflation et des intérêts élevés. Mais l'on a pu également constater une diminution des ventes de logements de 53% entre juillet 2020 et juillet 2021, selon les chiffres de l'Institut statistique de Turquie. Au cours du seul premier trimestre 2021, le cabinet d'études Knight Frank a indiqué que les prix des loyers à Ankara et à İzmir avaient augmenté de plus de 10%. À Ankara, c'est une augmentation de 30% des loyers entre août 2020 et août 2021 qui ressort d'après le rapport de Sahibinden.com, l'équivalent du site Le Bon Coin. İzmir, la troisième plus grande ville de Turquie, a été confrontée aux défis supplémentaires résultant du tremblement de terre d'octobre 2020, en plus de la pandémie en cours. La ville a connu une augmentation globale des loyers de 24,1% par rapport à août 2020, selon Sahibinden. Mais cette flambée ne concerne pas uniquement les villes de l'ouest. Diyarbakır, dans le sud-est de la Turquie, a vu les loyers de certains quartiers augmenter de 100% au cours de la dernière année, plaçant la ville parmi les plus élevées de Turquie en termes d'augmentation des prix du logement. Mustafa Koç, président de l'association des agents immobiliers de Diyarbakır, a répondu à Mediascope. Il a dit « Normalement, le gouvernement institue une hausse des prix fixes pour la valeur des propriétés. Les années précédentes, il était de 11 à 12%. Cette année, il a été fixé à 15%. Mais nous constatons déjà des augmentations de 100 à 150%. Koç a également déclaré que la flambée des prix des loyers à Diyarbakır est attribuable au changement dans la délivrance par le gouvernement des permis de développement et de construction. Comme de moins en moins de permis ont été délivrés, l'espace pour les nouveaux logements est devenu plus limité, faisant grimper les prix. Koç a également cité l'augmentation du prix des matériaux de construction comme raison de l'augmentation. Mais la ville qui a le plus fait parler d'elle est Istanbul. Selon le rapport du marché de logement de Sahibinden, les loyers à Istanbul ont augmenté de 42,3% par rapport à août 2020. Pour l'agent immobilier Esra Organ Çalışkan, la hausse est due en partie au choix des locataires de ne pas renoncer à leur logement et à leur contrat de location en raison de la pandémie. Entre bâtiments insalubres loués à prix d'or et offre qui ne suit pas la demande, à Istanbul comme ailleurs, les résidents sont mécontents. Cela fait plus de 1400 jours qu'Osman Kavala est détenu en prison. 1400 jours, malgré la remise en liberté de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été ordonnée. Jouşan Çakır revient sur cette situation ubuesque. L'affaire Kavala est devenue un symbole sur l'état de la bourgeoisie turque, sur ce qu'elle est devenue et sur ce qu'elle n'a pas réussi à devenir. C'était une épreuve qui était très importante, et elle l'est toujours. Mais il continue à s'entêter à ne pas le soutenir ouvertement. Je suis sûr que lorsqu'il sortira de prison et que la situation en Turquie se normalisera, ils n'hésiteront pas à lui expliquer à quel point ils se sont préoccupés de sa situation, avec moult détails. Mais bon, l'histoire retiendra ces 1400 jours où ils se sont tus. J'avais fait une émission intitulée « La politique prime sur le droit ». C'était en fin décembre 2019. Parce que l'AKP avait eu un slogan, depuis sa création il avait eu ce slogan d'ailleurs, qui disait « Nous voulons la puissance du droit et non le droit des puissants ». Alors, je ne sais pas s'il l'utilise toujours. En fait, je pense que non. Et d'ailleurs, il ferait mieux de ne plus l'utiliser. Parce qu'actuellement, il s'agit bien du droit des puissants. Et lorsqu'on parle de puissants, on pense à l'AKP et on pense surtout au président Erdogan. Et cette affaire, l'affaire Kavala, est l'un des cas les plus emblématiques de la primauté du droit des puissants. Je dois dire une chose, je ne pense pas que les émissions que je fais à ce sujet soient particulièrement suivies. Et d'ailleurs, si on avait été dans une autre configuration, un média comme Mediascope et le journaliste, donc moi en l'occurrence,
On n'aurait pas insisté sur ce sujet. Si on avait eu une contrainte d'audimat, si on avait des objectifs de téléspectateurs, je pense que ça ferait longtemps qu'on aurait oublié ce sujet. D'ailleurs, le désintérêt du public pour ce sujet est souvent accompagné de réactions du type « Encore lui, pourquoi est-ce que vous parlez tout le temps de Kavala? Ça suffit !» Et en fait, c'est précisément face à cette situation qu'il est vital de parler de ce sujet, de le remettre au centre des débats. Aujourd'hui, le régime autoritaire en Turquie est particulièrement efficace dans un domaine. Il excelle d'ailleurs dans ce domaine. C'est celui de faire accepter aux gens ces situations injustes, en les décourageant, en leur faisant dire « Oui, d'accord, on en parle mais rien ne change, on proteste mais rien ne se passe, on essaie de faire entendre notre voix mais les autorités s'en fichent ». Eh bien, ce sentiment de résignation, il est très très bien inculqué à la population. Et concernant Kavala, le pouvoir politique s'entête, surtout Erdogan. Il se dit, de toute manière, les gens oublieront. Mais les gens n'oublient pas. Alors peut-être qu'en Turquie, les gens oublient, mais en Occident, non. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'Erdogan s'entretient avec ses homologues occidentaux, le cas qui est le plus souvent soulevé, celui qui est mis sur la table, c'est celui d'Osman Kavala. On sait que les dirigeants européens, de l'Union européenne, des principaux pays européens s'enquièrent de la situation de Kavala à chaque rencontre avec Erdogan. Et cela ne fait que renforcer Erdogan dans son entêtement. Je l'avais dit déjà auparavant, on sait que de nombreuses personnes emprisonnées en Turquie ont été libérées suite à des négociations. Elles ont été libérées par Erdogan, parce qu'elles avaient une autre nationalité. Le cas le plus flagrant, c'est par exemple celui du citoyen américain, le pasteur Brunson. Mais à part lui, il y a aussi eu des personnes d'origine turque, mais qui avaient la nationalité d'un autre pays européen, comme l'Allemagne ou la France. Il y avait eu aussi le cas de Lou Bureau, un étudiant en journalisme de nationalité française, qui avait été arrêté à la frontière syrienne, puis emprisonné. Toutes ces personnes ont été relâchées par Erdogan après d'âpres négociations avec les pays concernés, un peu comparable à une négociation d'otages. Et là, il apparaît que le plus grand défaut d'Osman Kavala, c'est celui d'être de nationalité turque. En conséquence, c'est à la République de Turquie de devoir s'enquérir du sort de Kavala. Mais c'est pile à cause de ça qu'il est emprisonné en vain depuis plus de 1400 jours. Il y a une grosse dette à honorer. Et cette dette ne va pas s'éponger en lui souhaitant la bienvenue lorsqu'il sera libéré. Chaque jour qui passe avec Kavala derrière les barreaux est un jour qui lui a été volé. Mais en réalité, à travers lui, c'est la Turquie dans son ensemble qui est victime. Et je pense qu'on a énormément de mal à percevoir cette situation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens se sont résignés. On se dit, il a été acquitté dans le procès de Gezi, mais après on a vu qu'ils l'ont réinculpé pour quelque chose d'autre. Puis, s'il était acquitté de ses charges, eh bien, ils se débrouilleront pour le garder en prison avec d'autres prétextes, etc. Et au final, on abandonne le sort de cette personne au bon vouloir d'Erdogan. Mais si le pouvoir s'entête pour garder cette situation inchangée, la société civile aussi devrait s'entêter de la même manière pour demander justice au nom de quelqu'un qui a tant œuvré pour elle. La société civile doit insister pour ça. Quant à moi, il me revient de continuer à faire des émissions pour dire que c'est une injustice. J'en ai déjà fait 5 en 1400 jours. Et je continuerai de la même manière à me battre contre cette logique qui veut que chaque bonne action en Turquie attire finalement une punition. Osman Kavala n'est clairement pas la seule personne victime d'injustice, mais nous avons l'occasion de nous élever contre toutes les injustices commises en Turquie à travers son cas. Nous ne devons pas rater cette occasion. Son nom est gravé dans le marbre du théâtre turc. Ferhan Şensoy nous a quittés cette semaine. Le monument du théâtre de Turquie, Ferhan Şensoy, est décédé mardi 31 août. Acteur de théâtre, de cinéma et de télévision, écrivain de romans, d'essais, scénariste, poète et fondateur du groupe de théâtre Orta Oyuncular,
Ferhan Şensoy est passé dans l'histoire du théâtre turc, avec sa pièce solo Ferhangi Şeyler, qui dure depuis 1987. Il a perdu la vie au matin du 31 août à l'hôpital où il était soigné depuis un certain temps. Ancien du lycée français Galatasaray, l'acteur avait parfait sa formation au Théâtre national de Strasbourg et à Montréal. De retour en Turquie, il a intégré la compagnie Deve Kuşu. Antimilitariste, laïque et comique, Ferhan Şensoy avait reçu le kavuk, symbole du théâtre en Turquie qui, selon la tradition, se transmet d'acteur en acteur. Il l'avait lui-même remis à Rasim Öztekin, décédé cette année. Les deux avaient partagé l'affiche dans le film Pardon, satire d'une société absurde et carcérale. Une cérémonie funèbre a été organisée au lycée de Galatasaray, puis au théâtre SES de Beyoğlu, en présence du maire Ekrem İmamoğlu, du ministre de la Culture Mehmet Nuri Ersoy, et de plusieurs noms du théâtre comme Zeliha Berksoy, Şevket Çoruh, Ali Poyrazoğlu. L'écrivain Nedim Gürsel était aussi présent. Son cercueil, accompagné du drapeau turc et de celui de Galatasaray, a été plus tard inhumé au cimetière de Zincirlikuyu. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de soutenir les médias indépendants. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.